ce sont les jours qui sont discontinus, ce sont les jours qui percent, qui rompent la nuit, et nullement les nuits qui interrompent le jour. Charles Péguy, 1912. Mon Dieu, quel pessimisme, quelle tristesse. Donc nous vivrions, nous les humains, dans une interminable nuit, avec de temps en temps des instants de clarté. Je pense exactement l'inverse. Et au fond, j'ai écrit Nuit blanche pour dire l'inverse de cela. Et on ne pouvait pas imaginer meilleur début pour cette conversation que ce mot de Charles Péguy qui exprime exactement l'opposé de ce que je crois. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de rappeler les grandes lignes de votre itinéraire. Vous êtes né en Algérie, dans un port tout près du Maroc. Vous avez grandi après au Maroc, à Casablanca, jusqu'à l'âge de 6 ans. Vos parents sont arrivés à Paris, à Neuilly plutôt, et vous aviez un frère et une sœur. Vous avez fait des études assez brillantes, puis Louis le Grand en Hippocagne, et ensuite Normal Sup, agrégé de philo en 71. Donc ça, c'est un peu un parcours fulgurant, comme on n'imagine pas autre chose de vous. Mais j'ai envie de parler un tout petit peu de votre père. Votre père avait fondé une entreprise de négoce de bois, Becob, qui prospère toujours en Afrique, et que vous avez vendue en grande partie. Lorsque vous entrez en cours préparatoire, vous décrivez que votre père était un bloc de silence et de secret. Et donc c'est intéressant parce que le livre le 50e quasiment livre que vous publiez aujourd'hui est à propos de vos insomnies, et j'aimerais voir dans ces deux mots, silence et secret, quelque chose qui se rapporte à la nuit. Ce livre est très beau, c'est un livre qui s'intitule Nuit blanche, qui est publié chez Grasset, et vous avez aussi été l'auteur de nombreux documentaires et films, nombreux reportages aussi, et puis vous signez depuis 33 ans à peu près au point une chronique hebdomadaire. Donc vous êtes quelqu'un de fidèle en amitié, fidèle aux titres qui vous sont chers. Et j'aimerais bien vous poser une première question, un peu intime. Quelle est l'odeur qui est pour vous attachée à cette enfance en Afrique du Nord jusqu'à vos 6 ans ? J'ai peu de souvenirs d'enfance, franchement. Je fais partie des hommes qui ont eu l'illusion ou l'impression de naître plusieurs fois, et notamment d'ailleurs un écrivain naît toujours plusieurs fois, un écrivain renaît toujours quand il devient écrivain. Et une naissance a un peu tendance à effacer les précédentes. Et ma première naissance, ma naissance là, en effet, entre l'Algérie et le Maroc, j'en ai peu de souvenirs. S'il y avait une odeur, je dirais peut-être une sorte de chaleur un peu safranée, une chaleur épicée. Lorsque j'essaie de me souvenir, lorsque je ferme les yeux, je revois de mon enfance ça, cette chaleur épicée de Casablanca l'été ou d'ailleurs peut-être toute l'année. 3 adjectifs pour décrire votre mère. Ma mère. La personnalité de votre mère, oui. La personnalité de ma mère. D'abord, elle était jolie. C'est pas très politiquement correct de commencer par là, mais c'est ce qui me vient d'elle, ce qui me revient d'elle quand je pense à elle. Elle était jusqu'au dernier instant extrêmement jolie. On l'importunait dans la rue jusqu'à une date très, très, très tardive. Elle était extraordinairement lettrée et elle était cinéphile. Elle voyait tous les films qui sortaient. Tous ? Ah oui, là, tous les grands films, tous les films importants. Elle allait l'après-midi, le soir, toute seule. Elle aimait les images et elle aimait les livres. Elle aimait la littérature et elle m'a transmis ça. Mais comme une infusion ou elle vous en parlait beaucoup ? Je crois pas qu'elle m'en parlait un peu, mais c'était elle, sa nourriture quotidienne. Je la vois lire et je la vois
je la vois voir des films. Alors c'était avant les chaînes multiples, c'était avant Netflix et autres. Netflix et compagnie. Donc il y avait un film, le film du dimanche soir qu'elle ne ratait à aucun prix, mais enfin qu'elle avait souvent déjà vu. Mais je sais que je la revois allant au cinéma l'après-midi, tous les après-midi. Quand vous avez vu en 1977 l'acronyme BHL, enfin une espèce de marque qui a surgi comme ça dans la vie médiatique française, giscardienne comme ça, vous avez vu BHL apparaître. Est-ce que vous vous êtes dit c'est quand même bien trouvé? Je n'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, non. Justement, c'est bizarre que vous me posiez cette question. Parce que l'acronyme est apparu aussitôt, et je me rappelle, ma première réaction a été de me dire, mais pourquoi? J'ai un nom. J'ai un nom, je m'appelle pourquoi pas... me contracter comme ça? Pourquoi me retrécir? Ouais. Pourquoi me contracter? Pourquoi me réduire? Le lit de Procuste, vous savez, les gens qui étaient trop grands, on les découpait, et non, j'ai un nom, je m'appelle Lévy. Et j'ai trouvé étrange, surtout qu'il n'y a pas tellement de Lévy à l'époque sur la scène intellectuelle. On aurait pu ne pas m'appeler BHL, donc je n'ai pas aimé ça. Mais vous l'avez apprivoisé depuis, maintenant ça y est, c'est intégré, vous êtes d'accord? J'ai apprivoisé, qu'est-ce que je peux faire? Il est là tout le temps, BHL par-ci, BHL par-là, donc j'ai même fini par jouer avec. Oui. Dans Nuit Blanche, comme dans un livre précédent qui s'appelait Comédie, il y a Bernard-Henri Lévy qui dialogue avec BHL, qui l'engueule, qui l'interpelle sur le mal que lui, BHL, peut faire à Bernard-Henri. Donc tout ça, bien sûr, je l'ai apprivoisé. Ça fait partie maintenant du théâtre intime, qui est la vie de tout homme. Tout homme public. Tout homme public, oui. Non, tout homme. On a tous un nom. On a tous un nom, un prénom, un nom secret, un nom qu'on est seul à se donner, un nom que vous donne l'homme qui vous aime ou la femme qui vous aime, parfois. On a tous plusieurs noms. Vous avez raison, on a un panthéon de noms intimes. Oui, voilà, un petit répertoire, musique, un répertoire. Hein, et un théâtre intime sur la scène duquel tous ces personnages se querellent un peu. Donc moi j'ai ça. Donc bien sûr je l'ai apprivoisé, il fait partie de ma ménagerie. Et il est assez bagarreur, BHL, hein, par rapport à Bernard-Henri. Bernard-Henri est mieux élevé que BHL. D'accord. Moi, je vous ai beaucoup lu, mais j'ai aussi eu plein de questions qui ont surgi, alors pas seulement à la lecture de celui-ci, mais de précédents. Vous avez une sœur qui s'est convertie au catholicisme, qui semble avoir même vraiment profondément été bouleversée par cette conversion, puisqu'elle a même fait des vœux, s'est rapprochée du Carmel. Est-ce que ça a ébranlé le Bernard-Henri Lévy que vous êtes? Est-ce que vous vous êtes dit, quelle est cette sœur qui vous a surpris dans ce moment-là? D'abord, c'est une sœur que j'aime tendre, que j'ai toujours aimé tendrement, qui est beaucoup plus jeune que moi, donc qui est comme qui est une sœur, qui est une très très jeune sœur. Combien d'années en dessous de vous? On doit avoir 25 ans de différence. Ah oui, on a le même papa, la même maman, mais on a 25 ans de différence. Donc je l'aime tendrement et je l'ai aimé tout aussi tendrement, ça va sans dire, après qu'avant. Et puis mon premier sentiment, non, ça a été j'ai été heureux pour elle, j'ai eu l'impression qu'elle s'était trouvée. Je voyais bien, avant cette conversion, qu'elle se cherchait, qu'elle était incertaine, elle allait dans un sens et dans l'autre. Je voyais bien qu'il lui manquait quelque chose. Et ce quelque chose qui lui manquait, cet objet de désir qui se dérobait à elle, j'ai eu un jour l'impression qu'elle l'avait trouvé quand elle a rencontré le christianisme. Donc j'étais heureux pour elle. Et ça vous a remis en question, vous, en tant que juif? Non. Vous vous êtes pas dit, moi aussi, je vais me convertir? Ah non, pas si vous avez quelque chose à annoncer, c'est le moment, en tout cas. Non, pas un seul instant. Elle aurait peut-être bien aimé, mais il n'en a même pas été question. Mais parce qu'on se dit qu'on vous sent assez dans le contrôle. D'ailleurs, vous le dites, vous, dans votre livre, vous dites que vous êtes contrôle fric. Mais dans le fond, qu'est-ce qui vous surprend? Quelles sont les dernières grandes surprises de votre vie? Les êtres humains, les rencontres. Voilà. Un visage, un personnage extraordinaire, une héroïne, un héros, mais dans la vie réelle, j'entends.
ou parfois dans la vie imaginaire. Un personnage de roman peut me déstabiliser. Mais dans la vie réelle, beaucoup. Vous savez que j'en parle un peu quand j'ai passé beaucoup de temps de ces 3 dernières années en Ukraine dans des conditions un peu limites. Spartiates et frigorifiques. Oui, pas seulement spartiates, dans des conditions extrêmes. Ouais. Et là, dans les conditions extrêmes, on rencontre des personnages d'exception. Et un personnage d'exception, ça vous renverse, ça vous bouleverse, ça vous change dans ce que vous avez de plus profond, ça change votre échelle de valeur. Quand vous rencontrez, je ne sais pas moi, une femme qui vous raconte comment le souffle d'un obus a fait que son bébé lui a échappé des bras et a été le souffle et a été pulvérisé quelques mètres plus loin. Qu'est-ce que je vous dis ? Ça change, et que cette femme garde une espèce de dignité. Alors là, pour le coup, spartiate et extraordinaire, malgré une douleur christique et immense. Là, ça change votre échelle de valeur, votre manière de voir les choses. Donc voilà, ça, c'est des choses qui me mettent en question. Alors, ce livre évoque... Philippe Solers disait que c'était à cause de ça que vous aviez les insomnies. C'est pour être allé sur des terrains aussi dangereux. Je pense qu'il le disait un peu, au second degré. Mais en même temps, il y a peut-être une part de vrai. On va en parler ensemble. Venez avec moi. Bernard-Henri Lévy, merci. Vous êtes assis avec nous, on aimerait bien que vous allongiez, que vous commenciez une longue sieste réparatrice de toutes ces nuits sans sommeil qui vous ont occupé et grâce auquel ce très beau livre, Nuit blanche, vous avez réussi à le rédiger. C'est publié chez Grasset. Et ma première question, ça serait d'essayer de comprendre pourquoi dans votre parcours, avec cette bibliographie très riche, et une 50aine d'ouvrages, on le disait tout à l'heure, eh bien, on arrive à un livre très intime, assez intimiste, dans lequel on a l'impression que vous vous êtes quand même débarrassé de certaines choses des premières années de Bernard-Henri Lévy, l'écrivain. Il est intime, mais il est un peu aussi un peu extime. C'est-à-dire que je rends hommage à des gens qui ont compté pour moi dans ce livre. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai écrit. Je rends hommage à mon ami Paul Gilbert, par exemple, qui me semble très injustement oublié, qui a été rédacteur en chef, d'ailleurs chez vous au Figaro. Je rends hommage à Jean Daniel, l'ancien directeur de l'Observateur. Je rends hommage à Philippe Tesson. Je rends hommage à des personnages beaucoup plus inconnus. Je rends hommage à mon éditrice qui m'a produit, Françoise Verny. Je rends hommage à un personnage magnifique qui s'appelle Jean-Claude Fasquelle, qu'ont connu tous les écrivains, qui est mort il y a quelques années, qui avait la réputation d'être muet et que j'ai connu au moment de son passage du parlant au muet. Je rends hommage à des tas de gens. À des tas de gens qui apparaissent dans vos nuits, c'est aussi un temps, la nuit, où on peut revenir sur sa vie. Mais il y a quand même, j'ai l'impression, une mue chez vous. Est-ce que vous sentez qu'il y a des éléments qui vous empesaient, disons, il y a 20 ans, 30 ans, et dont vous vous êtes délesté en progressant comme ça dans la vie ? Moi, je ne pense pas qu'on progresse. Je pense qu'on reste assez le même. Je pense qu'on vieillit, mais qu'on ne devient pas vieux, et qu'on reste jeune, et qu'on reste assez le même. Moi, je vais vous dire, j'admire les mêmes choses, je déteste les mêmes choses, j'ai les mêmes rêves, j'ai à peu près les mêmes illusions, je suis à peu près aussi bête et aussi intelligent que quand vous l'étiez 20 ans. À 20 ans. Oui, oui. J'ai pas tellement changé. Et il y a peu de choses dont je me sois délesté. Il y a une chose peut-être que j'ai un peu perdue avec le temps, c'est la volonté de plaire ou de convaincre autrement que dans mes livres. Voilà. Dans mes livres, ça c'est important, de plaire et de convaincre. Mais dans le reste de la vie, ça y est, vous avez un peu renoncé à ça. Dans le reste de la vie, je sais que les gens ont tellement de choses en tête, qui vous écoutent d'une oreille distraite, qu'ils ont 15 idées à la fois, qu'ils pensent à autre chose. Je pense que j'ai fini par comprendre que c'était, convaincre en tout cas, relativement peine perdue. Voilà. Ça, c'est une chose à laquelle j'ai un petit peu renoncé. Mais par les livres. Par les livres, j'en fais d'autant plus dans mes livres. Et là, je m'y emploie d'autant plus à convaincre, c'est-à-dire à écrire. Mais l'hystérie de l'époque,
est-ce qu'elle pourrait pas expliquer une part de vos insomnies quand même? Elle infuse dans votre quotidien, elle infuse en vous. Je vous voyais juste avant de rentrer dans le studio, vous étiez au téléphone, on vous proposait des tas de rendez-vous, des rendez-vous importants. Et donc vous êtes quand même tout le temps un peu sollicité. Sollicité parce que je sors un livre. Mais du coup, est-ce que c'est pas ça qui pourrait expliquer cette part d'insomnie? Des journalistes gentils comme vous qui ont la gentillesse de vous inviter, de s'intéresser à cette petite chose. Donc ça, c'est autre chose. Après, que l'époque soit hystérique, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce livre-là, c'est un livre sur mes insomnies, mais c'est un livre sur l'insomnie de l'époque. Oui. L'époque ne dort plus. Autrefois, on disait, à l'époque de Manhattan Transfer, de John Dos Passos, on disait de New York que c'était la ville qui ne dormait jamais. D'accord ? Aujourd'hui, c'est le monde entier qui ne dort jamais. Avec les réseaux sociaux, avec la multiplication des informations, avec ce bombardement auquel on est subi les uns et les autres, on ne dort jamais, ni soi, ni vous, ni le monde. Donc il faut se mettre de temps en temps à l'écart du monde. Moi, quand j'écris, je me mets à l'écart du monde. Donc c'est un antidote pour vous, l'écriture, à cette hystérie-là? Non, l'écriture, pour moi, c'est un besoin, c'est ma raison d'être. Je n'existe. Oui, mais c'est aussi un antidote à cette hystérie qui, finalement, n'entre pas. C'est ma raison d'être, mais pour écrire, il y a une mesure absolue, c'est de prendre mon téléphone et de le mettre aussi loin que je peux de là où je suis. Si je suis dans un hôtel, qu'il soit joli ou pouilleux, je prends le téléphone, je vais le donner au concierge. Je ne suis pas parano, donc je lui confie. Je le mets parfois sur avion, parfois j'y pense même pas. Je lui donne le téléphone pendant la journée, je dis, vous me le gardez. Et combien d'heures ça peut durer, ce temps de retraite? Mais ça dure le temps que j'écris. Oui, mais ça peut durer combien de temps? 3 heures, 4 heures? C'est quoi votre rythme? Plus. D'une traite. Parce que quand on regarde la technique même de votre écriture, elle est très singulière. Moi, je remarque qu'à l'attaque des paragraphes, il y a souvent des phrases courtes, hyper efficaces. Puis après, vous vous autorisez des circonvolutions beaucoup plus, disons, complexes, des méandres. Et après, vous ponctuez l'intérieur de ces phrases très longues de sortes de mots extrêmement percutants, comme par exemple, j'en ai noté spectre exténué. Ça, j'adore. Vous êtes hanté la nuit par des spectres exténué. J'aime énormément cette expression. Et je me dis, c'est que c'est ça votre astuce. Est-ce que vous pourriez comparer votre phrase à quelque chose qui serait... C'est pas une astuce, mais il me semble que, en tout cas moi, dans ma manière d'écrire, j'ai deux obsessions. La première, c'est de capter l'attention du lecteur. Séduire, ça vous le disiez, oui. Voilà, oui. Capter son attention, l'intéresser, le faire en sorte qu'il commence à lire. Et puis, deuxièmement, de ne plus le lâcher. C'est les deux lois pour un écrivain. L'attraper, ne plus le lâcher. L'attraper, peut-être que ça peut supposer des phrases courtes, ou, comme disait Baudelaire, une formule pétard. Et puis, ne plus le lâcher, ça, c'est autre chose. C'est l'emmener dans une phrase qui ne soit pas hérissée par des obstacles. Le grand problème d'une écriture, c'est quand, en cours de lecture, il y a un hérissement d'obscurité, d'obstacles, de difficultés, de bizarreries qui fait que la lecture s'interrompt. Une écriture, pour moi, une bonne écriture, c'est une écriture relativement neutralisée, c'est-à-dire qui a réussi à se débarrasser de tout ce qui peut bloquer la bonne électricité de la lecture. Voilà. Après, vous avez le pari contraire. Vous avez des écrivains qui pour obliger le lecteur à s'intéresser... qui sont extrêmement exigeants avec leur lecteur. Qui sont obscurs. Ouais. Mallarmé ou Jacques Lacan étaient des écrivains qui, exprès... On parle d'hermétisme même. Était hermétique. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient, le lecteur est tellement distrait, il est tellement fantasque, il est tellement foutraque, qu'il faut le prendre et lui dire, tu vas lire. Et ce que je te dis est tellement important que tu n'as pas le choix, tu dois t'y immerger. Moi, je n'ai pas cette force-là. Je n'ai pas la force d'être obscur. Je n'ai pas l'outrecuidance de penser que si obscur sois-je, le lecteur me suivra quoi qu'il arrive. Donc, j'essaye au contraire de neutraliser, de rendre bonne conductrice d'électricité mon écriture. Je
donc je travaille pas mal. Bernard-Henri Lévy, vous pensiez que j'allais pas prendre la défense de Charles Péguy. Mais si, je vais essayer quand même, je vais hasarder une proposition. Vous ne serez pas la première. Mais vous dites tout au long du livre, vous dites, en fait, je suis trop réveillée tout le temps, je suis en prise, je n'arrive pas à atteindre le sommeil parce que c'est un espace où j'ai l'impression d'une petite mort. Enfin, il y a plein de sous-entendus qui disent ça. Et Charles Péguy nous propose la lecture inverse. Est-ce qu'on peut faire un petit exercice tous les deux et se demander si finalement, dans cette espèce de quête permanente d'action, d'actualité, une sorte de même cette production littéraire très riche que vous proposez, eh bien, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une façon finalement de ne pas s'abandonner, de ne pas laisser venir les flux qui viendraient vous transformer vous-même, et que vous arrivez un peu tout plein d'une énergie dans la vie, alors qu'on vous demande d'accueillir l'énergie extérieure et de l'absorber? Mais non, parce que... C'est pas trop ésotérique tout ce que je dis, ça va? Non, c'est pas ésotérique, c'est juste, c'est fin, mais sauf que je vis pas tout le temps. Je vis et j'écris. Et écrire, qu'est-ce que c'est d'autre que se rendre perméable à tout ce dont vous parlez? Écrire, on écrit dans un état de paix, on écrit coupé des sollicitations extérieures, on écrit coupé des distractions, et là on est perméable à tout ce que vous voulez, tout ce que vous évoquez. Mais c'est déjà trop tard, parce que c'est comme un ressac de ce qu'on a vécu dans l'action. C'est l'état de... Ce qu'on a vécu dans l'action, ce qu'on a vécu dans l'amour, ce qu'on a vécu dans la vie. Si vous écrivez un roman d'amour, honnêtement, je vous recommande d'avoir été amoureuse. Franchement. Je vous recommande d'avoir vécu les passions. Je vous recommande d'avoir vécu la jalousie. Je vous recommande d'avoir vécu la douleur. Je vous recommande d'avoir été joyeuse. Peut-être, hélas, d'avoir pleuré. Là, vous aurez écrit un très beau roman d'amour. Mais comment vous ferez? Vous l'écrirez, là, en brusquement fermant les écoutilles de la vie, et puis vous isolant sur vous-même et faisant votre miel de tout ce que vous avez vécu. Mais ça marche des deux manières. Il faut avoir vécu, et puis une fois qu'on a vécu, il faut se replier sur soi-même. Moi, j'ai une fille, Justine Lévy. Écrivain aussi. Écrivaine, ouais. Qui a écrit quelques-uns des plus beaux romans, je trouve, des 30 ou 35 dernières années. Mais comment elle a fait? Elle fonctionne selon ce double régime. Elle vit beaucoup, elle a beaucoup vécu, par moments, par intermittence. Elle a vécu des choses d'une grande violence, d'une grande intensité, parfois d'une grande tristesse. Et puis il y a des moments où c'est fini. Elle s'enferme, et puis elle écrit. Elle met ça sur le papier, et ça donne des chefs-d'œuvre. Et parfois des livres douloureux, des livres qui témoignent d'une immense douleur. Et qui parfois peuvent en provoquer aussi parmi les gens qui les connaissent. Vous avez complètement pardonné toute l'écriture de Justine Lévy qui parfois parle de choses très intimes sur sa vie à elle, etc. Vous avez réussi, vous, à le lire de façon neutre. J'ai rien à pardonner grâce au ciel. J'ai une adoration pour ma fille et je crois qu'elle m'aime beaucoup aussi. Non. Mais en revanche, je ne me suis pas pardonné, peut-être, de ne pas avoir réussi à faire qu'elle souffre moins. C'est plutôt ça. C'est à moi que je ne pardonne pas. C'est pas à elle. À elle, je n'ai rien à lui pardonner. Moi, je sais qu'elle a souffert. Et en effet, un grand talent d'écrivain. Et vous aviez vous pensez que votre tradition, vous aviez un arrière-grand-père rabbin en Algérie. Est-ce que vous pensez que cette tradition de judaïque qui est extrêmement liée au texte, à la méditation du texte, au commentaire sur le texte saint, le texte de l'Ancien Testament, est-ce que vous croyez que c'est ça qui infuse en vous et qui vous rend si proche des mots? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... Je le crois. Lorsque je suis redevenu juif... Quand est-ce que ça s'est passé, ça? Avant le 7 octobre? Ça s'est passé il y a 40 ans, dans les années 70. Quand j'ai écrit le Testament de Dieu, j'étais juif, je m'appelais Lévi, j'étais allé en Israël, j'avais aimé Israël, j'avais été saisi par quelque chose de très fort en mettant le pied en Terre Sainte, mais je n'avais pas une conscience aiguë, je ne savais pas ce que c'était qu'être juif, allez, disons. Je ne savais pas ce que ça voulait dire être juif. À un moment donné, 10 ans plus tard, j'ai compris ce que c'était qu'être juif et j'ai travaillé là-dessus et j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Le Testament de Dieu. Quand j'ai écrit
ce testament de Dieu, quand j'ai compris ce que c'était qu'être juif, j'ai compris pourquoi j'étais écrivain, en effet. Et j'ai compris comment j'écrivais. Et j'ai compris que la manière que j'ai de composer un manuscrit avec diverses colonnes, avec des espaces différents, etc., étrangement, il y avait comme une réminiscence obscure de, je ne sais pas, de la manière dont de la Kabbale, les maîtres, pas la Kabbale, non, plutôt du côté du Talmud, dont il y avait une réminiscence très paresseuse, très profane de ce que les maîtres et décisionnaires du temps passé pouvaient écrire dans le Talmud ou en parage du Talmud. Il y a sur mon compte, comment on appelle, Instagram, de temps en temps je poste des pages de manuscrits, vous verrez. Elles sont bizarres et j'ai compris dans ces années-là, dans les années 70, qu'il y avait quelque chose dans mon écriture qui ressemblait peut-être à ça, oui, qui était tributaire de cela. Il y a une sorte de la tradition enfouie qui ressort par endroits. Par endroit. Merci Bernard-Henri Lévy. Alors j'encourage à la lecture de Nuit blanche, le récit de vos insomnies, mais c'est toute une déambulation dans vos nuits passionnantes. C'est publié chez Grasset et je vous remercie infiniment d'avoir joué le jeu de cet entretien à cœur ouvert. Merci à vous. Merci.